La République démocratique du Congo, vous le savez, pays continent avec beaucoup d'immenses ressources naturelles, mais qui n'a pas encore commencé suffisamment à exploiter ses ressources pétrolières, en tout cas en grande échelle, à part ce qui est exploité un peu dans le littoral du côté du Congo central. Le pays doit importer la majorité des pétroles qu'il consomme, notamment dans l'industrie extractive et dans les secteurs miniers, aussi dans tout ce qu'il y a comme pétrole dans le transport et la République démocratique du Congo qui a inauguré ce système depuis quelques temps, pouvoir contribuer significativement à subventionner un certain nombre d'activités pétrolières qui se font pour compenser justement la charge que les pétroliers sont en train d'assumer dans une certaine mesure au profit des populations vulnérables, populations, je veux dire population lambda tout court. Alors aujourd'hui, on parle sur un sujet qui taraude les esprits, un sujet d'actualité, parce que on parle d'un décret qui a été pris par le gouvernement il y a quelque temps pour tenter justement de rationaliser la gestion de ces secteurs de pétrole, la rationalisation de secteurs qui a permis aujourd'hui l'augmentation des recettes de l'État dans ces secteurs-là de la gestion pétrolière. Et l'autre sujet de cette émission, Géopresse, sera consacré à la volonté du gouvernement toujours de pouvoir, dans cette même logique, de pouvoir renforcer les recettes de l'État, parce que vous savez, l'objectif pour le gouvernement congolais, c'est d'obtenir le doublement d'un budget national qui se situe autour de 17 milliards aujourd'hui. Comment le faire avec les régies financières? C'est aussi lutter contre l'influence parfois négative de la parafiscalité avec la multiplicité de taxes. C'est ce que le vice-premier ministre, ministre du budget, s'est assigné comme objectif. Lui, derrière la première ministre Judith Souminois et le ministre des Finances qui travaille sous ses auspices avec sous la vision du président de la République. Alors c'est les deux thèmes de cette émission. Géopresse qui démarre avec Dieudonné Boinali, à qui je dis bonjour Dieudonné. Bonjour José Junior, bonjour aussi à mes amis, les co-débatteurs que vous allez présenter tout à l'heure. Je salue aussi les fidèles téléspectateurs de Géopolis. Voilà, je rappelle que vous êtes directeur du magazine Géopolis Magazine. Tout le monde le sait, ça parle de mines. Quand on vous voit, on sait qu'on parle de mines et de l'économie. Et avec vous, j'ai à ma droite, à votre gauche, à la maison, il s'agit de Domomat. Domomat, bonjour Don. Bonjour Junior Owawa, bonjour également à tout le monde. Voilà, directeur d'information à Géopolis Télévision, vous allez bien? Je vais très bien. D'accord, Patrick Ilunga qui va être là tout à l'heure, c'est notre directeur de Géopolis Hebdo. Voilà, il est là. Patrick, bonjour. Bonjour, bonsoir José Junior, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. D'accord, Patrick, directeur de Géopolis Hebdo. Merci à nos trois confrères, mes trois collègues qui sont avec moi ici pour parler de cette situation. Je l'ai annoncé au sommaire de cette édition. C'est justement la décision du gouvernement de veiller à la rationalisation de la gestion du secteur de pétrole, notamment avec cette fameuse question de la rétrocession des compensations que le gouvernement doit devoir octroyer aux sociétés pétrolières pour faire face à la charge que celles-ci prennent dans les prix, qui jouent dans les prix de stabilisation de prix, parce que l'État a comme responsabilité de pouvoir promouvoir les intérêts de la population. C'est aussi supporter un certain nombre de charges. On le voit aussi dans des sociétés comme Transco où les prix coûtent moins cher. Ça fonctionne presque de la même façon dans les secteurs pétroliers. Alors, Donomat, vous êtes, comme j'étais en train de dire, directeur de rédaction à Géopolis, directeur de Géopolis Télévision. Vous avez annoncé, vous avez lancé, vous avez envoyé des équipes sur le terrain pour mener une enquête sur une question d'actualité qui concerne notamment le ministère du budget, qui gère justement les structures de prix en République démocratique du Congo. Et de quoi s'agit-il dans ces secteurs de la gestion pétrolière en RDC? Alors, nous sommes au ministère de l'économie et donc... Voilà, d'économie, voilà. Effectivement. Alors, de plus en plus, on entend parler perte ou manque à gagner. Ce sont des mots qui sont devenus récurrents dans le langage congolais. Pourquoi? Parce que dans les secteurs pétroliers, justement, depuis un certain temps, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Rappelez-vous, le carburant qui s'est vendu autrefois autour de 3400 a été
ramené le prix à la pompe à 2900. Il y a eu par la suite, en juillet 2025, un arrêté ministériel pour apporter un peu des réformes dans les secteurs. Et puis après, il y a aussi des accusations de mafia qui vont dans tous les sens, mettant parfois même en cause le ministère de l'économie. C'est pour ça que nous avions engagé une petite équipe sur le terrain. Qu'est-ce que vos reporters, vos enquêteurs ont pu trouver exactement en consultant un certain nombre de sources, un certain nombre de documents? Le fait d'abord sont que, premièrement, il y a parfois même de certains de nos confrères entre guillemets et une certaine opinion qui accusent les ministères de l'économie d'avoir créé, par exemple, des listes fictives. Parce que vous savez, le pétrole est quelque chose de très sensible et dans notre pays, l'État procède à ce qu'on appelle la subvention. Qu'est-ce qu'on appelle la subvention? C'est que le prix que nous payons à la pompe, les prix à la pompe du carburant, n'est pas en réalité le prix réel. Le prix réel, il est calculé entre l'État et les sociétés pétrolières et c'est généralement un peu le prix est un peu plus bas que celui auquel nous achetons parce que le prix le carburant est payé à l'extérieur, est payé, nous l'importons en dollars et il est vendu ici en francs congolais. Pour déjà ressentir cette petite différence, remarquez, lorsque vous allez payer avec un billet de 10 dollars à la pompe, vous avez moins de carburant que si vous venez payer avec 2800, qui équivaut pratiquement à 10 dollars. Alors, l'État subventionne donc les carburants pour que les citoyens lambda puissent en avoir en quantité et en temps voulu. Malheureusement, disons, alors, le manque à gagner par rapport à cela, le manque à gagner est récompensé par l'État. C'est l'État qui paye cet argent-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend de plus en plus pertes ou un manque à gagner. Alors, il y a des gens-là qui disent que voilà, l'actuel ministre de l'économie, VPM, profiterait de ça pour payer certaines entreprises fictives. Alors, sur le terrain, on se rend compte que le ministre a posé des actes qui vont plutôt dans le sens contraire de ce qui est annoncé par certains réseaux et nous allons peut-être au fur et à mesure les démontrer. Au cours de l'entretien, on va devoir en revenir autour de ça. Et quand on parle justement de ça, nous sommes la télévision, il faut démontrer aussi. Alors je vous convie de suivre cette courte vidéo qui revient sur comment est-ce qu'on comprendrait ces secteurs qui semblent un peu techniques pour vous qui nous suivez à la maison. Ça vous permet de comprendre et puis on revient juste après sur le plateau pour essayer de voir, comprendre, approfondir la réflexion. Avant, en RDC, les sociétés minières bénéficiaient indirectement des subventions prévues pour la population. Désormais, grâce à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et au leadership de la première ministre Judith Suminwa, les règles changent. Le gouvernement, à travers le vice-premier ministre, ministre de l'économie Daniel Mukoko Samba, a décidé avec la nouvelle structure tarifaire adoptée en juillet 2025, les carburants destinés aux ménages et ceux destinés aux industries minières sont séparés. Les miniers paieront le prix réel avec toutes les taxes dues auprès de distributeurs agréés. Un marquage spécial permettra de tracer chaque litre afin d'éviter les fraudes. L'objectif est clair: protéger les familles, rendre l'économie plus juste, utiliser les subventions pour ceux qui en ont vraiment besoin et accroître les recettes de l'État. Écofacile, c'est l'essentiel de l'actualité économique. Voilà, vous avez compris que la RDC, c'est le pays minier, donc les ressources, l'essentiel des ressources que les pays tirent plus de la moitié, semblerait-il. Semble-t-il que ça provient du secteur minier, c'est-à-dire quand on parle de l'industrie en RDC, c'est d'abord les mines. Ce sont les mines qui sont concernées principalement par le secteur du transport, dans la consommation de carburant. Dieu donné, quand on voit les mines, on vous voit, messieurs mines de Géopolis, comment ça s'explique, comment la structure, comment les étiquetages se font pour faire les distinguos conformément à ce décret-là dont on parle.
Merci pour la parole. Nous saluons les efforts entrepris par les gouvernements congolais pour mettre fin à cette politique de subventions massives des pans entiers de notre économie, dont le secteur des hydrocarbures, le secteur des mines et autres, qui saignent les finances publiques, qui poussent l'État à prendre en charge certaines dépenses des particuliers, des ménages, des opérateurs économiques. Et pourtant, ces fonds destinés aux subventions pouvaient servir à financer d'autres besoins urgents en République et démocratique du Congo. Là, je suis en train de parler des subventions des produits pétroliers. Et mon estimé confrère Mohamed a déjà planté les décors. Mais permettez-moi de rappeler un peu l'histoire. Pour contenir la crise qui secoue le secteur pétrolier en République démocratique du Congo aussi dans d'autres pays dans la région, à la suite des conséquences de la crise russo-ukrainienne, notre gouvernement avait décidé d'arrêter de subventionner notamment les entreprises pétrolières. Et pourquoi le gouvernement a pris cette décision? Poussé aussi par les pressions des partenaires financiers internationaux, en l'occurrence les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Je vais vous donner quelques statistiques qui vont faire froid au dos. Premièrement, en ce qui concerne le Fonds monétaire international, cette institution a fortement encouragé la RDC à réformer son système de subventions jugé trop coûteux pour les finances publiques. Et ce système a engendré, a créé une dette accumulée qui dépasse les 300 millions de dollars. Et à côté de cette institution, il y a aussi la Banque mondiale qui a fait des études. Et selon ces dernières, les subventions des carburants, des produits pétroliers, ont coûté 300 millions de dollars à l'État congolais en 2024. D'après toujours les chiffres transmis par les gouvernements au FMI, 288 millions de dollars américains ont été remboursés en 2024 au titre d'arriérés partiels datant de 2023. Et près de 270 millions supplémentaires ont été versés en 2025 pour solder la dette restante de 2023, ainsi que les créances des 2 premiers trimestres de 2024. Ces 2 plus gros remboursements ont été effectués via des prêts bancaires syndiqués. 145 millions de dollars débloqués en février 2024 et 214 millions en novembre 2024. Toujours, selon nos sources, à cela s'ajoute un manque à gagner fiscal estimé à 86,8 millions de dollars américains par an. C'est que l'État congolais perd par an en subventionnant les carburants. Si le minier achetait les carburants au prix réel, l'État congolais a un manque à gagner de 86,8 millions de dollars américains, ce qui représente 0,1% du produit intérieur brut de la RDC selon la Banque mondiale. Mais ces 2 institutions ont noté l'existence d'un cadre réglementaire pour ajuster les prix des carburants en fonction des coûts. Mais ces cadres reconnaissent-elles n'est pas pleinement appliqué, ce qui maintient les prix à un niveau artificiellement bas et alourdit les dépenses publiques. Maintenant, sur le terrain, nous parlons des subventions des produits pétroliers. Mais qui sont les grands consommateurs? Les grands consommateurs, contrairement à ce que d'aucuns pensent, en voyant beaucoup d'automobiles, c'est des véhicules qui circulent à Kinshasa, mais je vais vous dire, ce n'est pas Kinshasa qui consomme beaucoup les produits pétroliers. Kinshasa consomme 3000 mètres cubes de carburant par jour contre 1500 mètres cubes auparavant. Quelqu'un va dire, mais pourquoi cette consommation a doublé? Mais
avec l'arrivée massive, l'importation des véhicules d'occasion, et avec aussi l'absence d'un réseau de transport public, beaucoup de particuliers font la course à l'acquisition des véhicules, ce qui contribue à l'augmentation de ces consommations. Maintenant, si Kinshasa consomme déjà 3000 mètres cubes par jour, que dirons-nous de l'espace Grand Katanga, où se trouve l'industrie minière de la République démocratique du Congo? Par là, je voulais tout simplement dire que les plus grands consommateurs, c'est l'industrie minière du Katanga et les industries structurantes naissantes qui se trouvent dans la région du Katanga et dans les zones économiques spéciales naissantes. Et pourquoi je l'ai dit, les gens vont dire, mais les mines fonctionnent avec l'électricité. Oui, mais la Société nationale d'électricité ne parvient pas aujourd'hui, je fais un petit raccordement frauduleux, permettez-moi ça, ne parvient pas aujourd'hui à répondre non seulement à la demande pour l'ensemble de la population des acteurs économiques, les agents économiques, mais plus particulièrement pour l'industrie minière du Katanga. Certaines entreprises minières, on a 6 grandes entreprises minières, vous avez Glencore, Ivanhoe, Barrick, je m'arrête là. Certaines ont choisi d'importer l'électricité au niveau des pays qui nous entourent, dont la Zambie. Mais d'autres ont choisi la solution facile, c'est-à-dire d'utiliser des générateurs qui consomment du diesel, 1 million de litres par an, pour répondre ou faire face au déficit électrique. Il y a aussi les matériels qu'ils utilisent, voilà, des camions bennes, tous les outils de travail qu'un minier a besoin, ça consomme suffisamment. Maintenant, pourquoi le gouvernement a décidé maintenant d'arrêter cette politique? On va y revenir, voilà. S'il vous plaît, on va y revenir. Je vois d'abord avec Patrick Ilunga. On a compris, il y a beaucoup d'engagement, il y a une décision, semble-t-il, une décision très courageuse du gouvernement, qui prend un arrêté. Depuis la prise de cet arrêté, est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres? Qu'est-ce qui a changé dans les faits et en termes de mobilisation de recettes de l'État? Voilà, j'espère que je serai suffisamment long pour expliquer ce qu'il y a. D'abord, le fond de la question, tout à l'heure, vous avez présenté Domomat, qui est directeur de la rédaction télé. C'est-à-dire l'équipe qui a fait l'enquête, qui a mené l'enquête, c'est cette même équipe-là qui va justement travailler pour la publication d'un article au journal que je coordonne. Alors, le fond de la question, c'est quoi? C'est qu'il y a une mafia, il y a peut-être aussi des réseaux sociaux ou bien une certaine presse qui est utilisée aussi pour s'attaquer au vice-premier ministre, ministre de l'économie, Moukoko Samba, pour dire que bon, il semble qu'il est en train de créer une mafia autour du secteur pétrolier. Mais en réalité, il faut savoir d'abord que si vous comparez, vous regardez les prix de pétrole au niveau de la région, vous avez par exemple le Congo-Brazzaville, vous trouvez que le prix à 1 litre d'essence coûte autour de 1,5 $. Donc si on peut faire le calcul en francs congolais, c'est autour de 4 000 ou bien 4 200 $. Ici à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, vous prenez le Cameroun par exemple, c'est 1,5 $ aussi pour 1 litre d'essence. Vous prenez la Côte d'Ivoire, c'est 1,6 $ à peu près, donc c'est euro, 1,4 quelque chose d'euros. Donc si vous convertissez en dollars, ça vous fait à peu près le même prix dans toute la région. J'ai cité le Cameroun, j'ai cité le Congo-Brazzaville pour la région d'Afrique centrale, mais aussi en Afrique de l'Ouest. J'ai pris l'exemple de la Côte d'Ivoire. Mais au Congo, lorsque vous arrivez ici en RDC, vous vous rendez compte que le prix là, ici c'est 1 $ pour 1 litre de dollars et pour 1 litre d'essence. Ça veut dire que l'État met énormément d'argent parce que, rappelez-vous qu'il y a quelques années, en 2022-2023 par exemple, on parlait de la vérité du prix parce que si vous faites un flashback, vous verrez qu'entre 2022 et 2023, le prix du carburant a changé, je crois, 4 ou 5 fois. 4 ou 5 fois,
jusqu'à un certain moment où on a stabilisé vraiment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'État, il y avait des crises, entre guillemets, des crises entre les entreprises du secteur pétrolier, entre l'État, autour de ce qu'on appelle le manque à gagner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le carburant qui nous arrive de l'extérieur, qui arrive ici, la vérité du prix peut faire que le carburant peut coûter pour 1 litre d'essence, peut-être $2. Maintenant, comme le carburant, c'est un, on va dire, un produit structurant pour l'économie, parce que si le carburant augmente, pour ceux qui nous regardent à la maison, si le carburant augmente, c'est que savon est comme mata, c'est que mafout est comme mata, c'est que foufou est comme mata, parce que tous ces produits... C'est un produit stratégique, en réalité. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle des produits structurants dans une économie. C'est ce qui fait que dans la politique du gouvernement, de garder, on va dire, le social, le pouvoir d'achat, le social de la population, on accepte que ces carburants entrent, que les produits, les entreprises pétrolières subissent le coût ou bien achètent au prix. Maintenant, avec le gouvernement, il y a des négociations pour que le manque à gagner. Le gouvernement dit par exemple que, ok, le prix normal, réel, c'est $2, mais vous mettez le prix du carburant à $1 et que le reste, c'est le gouvernement qui paye. C'est ce qu'on appelle le manque à gagner. Alors, donc on m'a expliqué tout à l'heure les facteurs qui entrent en ligne de compte pour fixer le prix du carburant. Il y a d'abord le volume. D'abord, c'est au niveau international. Quand vous écoutez, par exemple, les radios internationales, le baril du pétrole, tout ça, nous aussi, en RDC, nous subissons ça. Donc, au niveau international d'abord. Mais au niveau international, la RDC n'a pas le contrôle sur ce qui se passe au niveau international. Il y a le volume du carburant, le volume de ce qui entre, justement, mais aussi le taux de change. Le carburant est acheté à l'extérieur en devise américaine, en devise étrangère, ça, généralement le dollar. Mais ici, c'est revendu en francs congolais. Vous voyez? Donc, le gouvernement dit, OK, le prix du carburant, vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, quand le VPM Moukoko Samba arrivait aux affaires, c'était autour de 3300. Le prix a été rabattu de 13%, ce qui a remis le prix à $1, donc à $2 900 pour un litre d'essence. Alors, ce qui se passe, c'est que dans ce manque à gagner, parce que le gouvernement dit aux pétroliers que votre taux là, il y a ce qu'on appelle taux structure. C'est-à-dire, si le taux de francs congolais, c'est à 2 points ou bien 2800 francs pour $1, chez les entreprises pétrolières, on leur dit non, vous calculez à 2600 par exemple. Et ce gap-là, c'est l'État qui paye. Alors, il s'est fait que la réforme est arrivée. Avant, il y avait ce qu'on appelait la décote. C'est-à-dire, dans les négociations, il y a la commission chez les pétroliers, la commission du gouvernement. Vous négociez. C'était quelque chose d'illégal. C'est-à-dire, ils essaient de gonfler un peu les prix. Et quand l'État paye, il y a le surplus. Vous vous rappelez d'une affaire d'il y a quelques années de $15 millions. Le président de la République avait même dit que ce sont des rétrocommissions qui se font ici au Congo. Mais en réalité, c'est des choses illégales qui ont été supprimées. On appelle ça la décote. Cette décote-là qui a été supprimée, mais on s'est rendu compte qu'il y a une mafia autour de ces bénéfices, des gens qui bénéficiaient justement de cette manne illégale. Et comme cette manne a été supprimée, ils en veulent maintenant à Moukoko. Ils en veulent maintenant au VPM Moukoko. Et il y a aussi le fait que dans la réforme mise en place, le vice-premier ministre de l'économie a séparé à travers une technologie, le démarquage moléculaire, pour que si la subvention doit bénéficier aux gens, c'est à la population, pour la consommation courante. Mais Dieudonné Boinal tout à l'heure a parlé des miniers qui consomment aussi du carburant. Avant, ils bénéficiaient avant de cette subvention, alors qu'ils n'en ont pas besoin. Eux font des bénéfices. C'est la population qui n'a pas beaucoup, pour qui on doit préserver, dont on doit préserver le pouvoir d'achat, qui doit bénéficier de cette subvention-là. Et donc, pour arrêter cette fraude-là, qui avait été, on va dire, un pain béni pour les miniers qui étaient fraudeurs en réalité,
on a mis en place le démarquage moléculaire pour séparer. Le marquage. Marquage moléculaire pour séparer justement le carburant de consommation courante au carburant des miniers. Le minier, eux, doivent acheter au prix réel, c'est-à-dire le prix qui pour nous permettre notamment aux entreprises pétrolières de se... Donc, j'en arrive à votre question maintenant. Qu'est-ce qui a changé en termes de recettes? Voilà. Si vous voyez par exemple que le manque à gagner en 2023, c'était autour de 288 millions de dollars que le gouvernement devait payer aux entreprises pétrolières. C'est beaucoup d'argent, en millions, 288 millions de dollars. Maintenant, la réforme est arrivée en 2024. Tenez-vous bien, le gouvernement en a payé seulement 31 millions parce qu'il y a un calcul strict autour de ce manque à gagner. Il y a la décote qui a été annulée. La décote, vous avez... Le calcul, puisque vous parlez de calcul strict, juste pour plus de précisions, les calculs stricts est défini par... Comment on trouve la définition de ces calculs stricts-là? Parce que vous étiez aussi en train d'évoquer ça. Au fait, je voulais juste dire que les calculs n'est plus au hasard, ok? On laisse plus aujourd'hui aux gens qui construisent les deux commissions qui regardent qu'est-ce que le pétrolier a perdu, qu'est-ce que l'État leur doit. Ça, c'est des individus comme nous qui se réunissaient autour d'une table et qui faisaient des calculs sur base des données qu'ils pouvaient avoir. C'est comme ça que on parle tout à l'heure de la décote qui était quelque chose d'illégal parce qu'autour d'une table on peut se convenir que bon, mon vieux, moi l'État me doit 250 millions, mais sur les 250 millions, une fois payé, je vais vous rembourser 30 millions. C'est un peu la décote, la décote en état plus simple. Alors, aujourd'hui, le calcul de prix se fait sur base de l'arrêté interministériel numéro 008/CAB/VPM/Mine/Econat 2004. Les formules de calcul et conditionnées d'éligibilité, les formules de calcul et conditions d'éligibilité y sont clairement indiquées. Une fois les pertes ou gains déterminés, les experts procèdent au croisement qui s'est fait aussi en regardant toutes les créances de l'État auprès des sociétés qui ne se sont pas acquittées de droits de l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des formules mathématiques qui sont directement comprises dans l'arrêté, ce qui fait qu'il y a une plus grande traçabilité, une plus grande transparence dans les calculs de ce qu'on appelle le manque à gagner ou perte. Ouais, c'était le timing. Merci. Voilà. Attendez, laissez que Patrick termine parce que c'était sa prise de parole. Je voulais que vous continuiez et terminiez votre Voilà, votre si vous permettez que je termine maintenant sur ce que l'État a engrangé en termes de taxes fiscales autour de cette réforme-là. D'abord, vous avez une réforme qui a été mise en place il y a quelques semaines seulement, 3 mois, on va dire. En juillet 2025. Voilà. À partir du mois de juin, je crois que c'est juin, voilà. Juin, oui. Juin 2025, il y a eu déjà plus de 4 milliards de francs congolais que l'État a récupéré autour de cette réforme-là. Au mois de juillet 2025, la somme était autour de plus de 3 milliards de francs congolais. Et tenez-vous bien là encore, au mois d'août, la somme là a décuplé, plus de 10 même, c'est autour de 63 milliards de dollars. De francs congolais. 63 milliards de francs congolais. Ce qui fait que les réseaux qui s'organisaient pour amener le carburant et bénéficier on va dire, de beefsteak illégaux autour de ça, c'est généralement nos amis de l'Afrique de l'Est, notamment les Somaliens, qui justement veulent avoir la tête du VPM parce que on leur a enlevé le fromage de la bouche. Voilà, on va... À ces propos, en 45 secondes, je voulais ajouter ceci. Les marquages moléculaires pour contrôler les nombres de mètres cubes que consomme l'industrie minière a été confié en République démocratique du Congo à la société Authentix Mamo qui devra, selon le gouvernement congolais, respecter un taux de saturation de 80%. En cas de non-conformité, des amendes allant de 5 000 à 10 000 dollars par mètre cube sont imposées. Ces dispositifs s'accompagnent aussi des contrôles inopinés sur le terrain au niveau des distributeurs, des sociétés qui vendent les carburants sur le marché. Je voulais aussi dire ceci, derrière ces combats,
les mafieux ne sont pas contents de la signature de cet arrêté par les ministres sectoriels. Pourquoi le VPN Moukoko Samba, en posant cet acte, a démantelé aussi un réseau mafieux dans le secteur des hydrocarbures qui s'est greffé, qui s'est caché derrière les miniers. Vous savez que les miniers ont besoin de beaucoup de services allant de la recherche d'un gisement à l'exploitation, commercialisation, pour toutes les opérations minières. Une entreprise minière ne peut pas faire ça seule. Elle a besoin souvent de sous-traitants pour certaines tâches. En ce qui concerne par exemple l'importation des carburants, certaines entreprises minières recourent aux sous-traitants. Et que font ces sous-traitants? Je ne dis pas tout, tous. Il y a certains, lorsque les entreprises minières légale, voilà, parce qu'ils sont importaient du carburant, brasser tous les services importaient du carburant, ces entreprises faisaient un raccordement frauduleux en mélangeant leur carburant avec celui des entreprises minières. Et comme les entreprises minières sont subventionnées par l'État, ces entreprises-là, vous avez parlé des entreprises pétrolières pas minières, bénéficiaient indirectement de la fameuse subvention moléculaire. Voilà. Et pour être tout à fait complet sur ces sujets-là, il faut dire que... C'est ça le combat, la guerre qu'ils mènent contre les VPN. Il faut dire qu'avant, le manque à gagner était payé, on va dire, on puisait dans le trésor public pour payer le manque à gagner, les 280 millions dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais aujourd'hui, c'est qu'il y a dans la réforme, il y a ce qu'on appelle le stock sécurité qui a été mis en place. Et on puise justement, le gouvernement via le VPM de l'économie, puise justement dans ce stock de sécurité pour payer le manque à gagner aux... Mais ce qui arrive, c'est un peu curieux dans mon mat, parce que quand on voit les chiffres, ici selon les chiffres que vous m'avez communiqués avant de monter sur ce plateau, vos équipes découvrent par exemple qu'au mois de juin 2025, déjà, nous étions à 213,18 180 mètres cubes en juin, et puis il y a une baisse aujourd'hui au mois de juillet qui était évaluée à 194,123 mètres cubes, et finalement il y a ce boom là en août, juste le mois dernier, où nous sommes arrivés à 247,63 632 mètres cubes, et qui font caracoler les chiffres que Patrick est en train d'évoquer tout à l'heure, 63 milliards de francs congolais. Et déjà, à partir de ces chiffres, vous trouvez par exemple, selon ce que vous avez échangé avec moi tout à l'heure, que dans les Haut-Katanga, par exemple, nous sommes passés, c'est parmi les provinces minières de la RDC, et c'est pas par hasard qu'on a cité, on est passé de 18 millions à 43 millions de dollars dans le Haut-Katanga, tout simplement par ces politiques-là. Est-ce que vous dites que c'est la recette magique? Comment est-ce que expliqueriez-vous autrement ce que vous avez récolté comme information? Alors, si vous permettez, beaucoup de choses ont été dites pour permettre peut-être une bonne compréhension pour ceux qui nous suivent. Je récapitule très rapidement. On a fait état d'une mafia qui se serait installée au niveau du ministère de l'économie en ce qui concerne le secteur pétrolier. Nous sommes descendus sur le terrain, nous avons mené des enquêtes ça et là, et lorsque vous suivez, on remarque plutôt que c'est le contraire que l'on peut constater. Pourquoi? Il y a d'abord un arrêté ministériel qui est mis en place. Cet arrêté ministériel a mis fin à un système qui ne devrait pas du tout exister, c'est la décote. On paye des gens qui fixaient le prix que l'État doit payer aux pétroliers en termes pour compenser leurs pertes, mais qui n'étaient pas des prix fiables. On a mis fin à ces systèmes-là. L'État, dans cet arrêté, a dit, tenez, l'État ne peut pas continuer à subventionner même le minier. Et donc, on a mis fin également à la subvention du pétrole pour les sociétés minières. OK? Et pour y parvenir, on va recourir à une technologie stricte, une technologie mise en place par les Américains, ce qu'on appelle le marquage moléculaire, qui va différencier le pétrole destiné à la consommation des simples consommateurs lambda comme vous et nous, et les carburants destinés aux entreprises minières, ce qui fait que, normalement, il est payé au prix du marché, au prix réel, puisque tantôt Patrick a parlé du taux
structure qui est un peu le taux que l'État impose aux sociétés pétrolières pour vendre les carburants à la pompe et le taux réel auquel maintenant les entreprises minières payent, et ils payent également les taxes dues à cela. Ce qui fait que, logiquement, l'État en bénéficie en termes de fiscalité. Et il y a aussi la question de la réserve stratégique. Tout à l'heure, M. Patrick a dit que, voilà, avant, l'argent qui était, parce que ça existait déjà, c'est une ligne budgétaire qui existait déjà. Et l'argent qui est entré sur cette ligne-là, on ne sait pas trop où est-ce que ça allait. Mais aujourd'hui, c'est sur cette même ligne-là que l'argent, tout à l'heure, on a dit que lorsque, en 2023, le manque à gagner pour les systèmes pétrolières était de 287 millions, 288 millions de dollars. Aujourd'hui, il est de 31 millions de dollars américains. C'est sur cette ligne-là qu'on a tiré l'argent pour payer cette dette. Et aussi, aujourd'hui, on a un peu plus de carburant parce qu'il faut en avoir en réserve. Voyez-vous, avec par exemple la guerre qu'il y a en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, on peut se réveiller un bon matin, il y a perturbation sur le plan de la vente de barils de pétrole et tout, et ça impacte l'économie. Donc, il faut en avoir en réserve. Aujourd'hui, on a un peu plus de réserves qu'hier. Et donc, on peut comprendre déjà par ces cheminements qu'il y a quelque chose de louche finalement qui se cache derrière. Qui se cache derrière finalement à cette mafia? On peut se dire, les gens qui ont été frustrés du fait qu'ils n'auront plus la décote qui était plutôt un peu, disons-le, de l'argent facile. Si vous allez dans les grands Katanga, vous allez trouver des stations-service qui poussent comme des champignons. Je pense que cette mesure gouvernementale, elle est à saluer parce qu'elle va mettre fin à certaines entreprises qui profitaient de cette Oui, et voilà, au-delà des gens qui peuvent être mécontents qu'il n'y ait plus la décote, aujourd'hui les prix sont traçables, transparents. Il y a aussi, voyez-vous, en début de cette émission, M. Bonali a fait état, nous a révélé que c'est plutôt le Katanga avec la concentration des entreprises minières qui consomment beaucoup plus de carburant. Mais malheureusement, une grande part du carburant du Katanga est gérée par nos amis somaliens. Et malheureusement... De l'Afrique australe et de l'Est. Malheureusement, et bien entendu, d'autres nationalités. Mais qu'est-ce qui se passe? Récemment, au mois de mai, vous avez entendu qu'il y a eu des opérations policières. On a arrêté des gens, en particulier, c'est pour ça que nous parlons des Somaliens, on a arrêté nos amis somaliens. Pourquoi? Parce que vous vous retrouvez avec des gens avec un seul titre d'exploitation, mais qui a été utilisé pour plusieurs sociétés pétrolières. Et pourtant, nos lois disent que les titres sont non cessibles et non transférables. Et c'est là, ces opérations illégales créent des évasions fiscales massives. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte que, partant des rumeurs, des vérités détournées, on se rend compte finalement que c'est le contraire de ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux ou par certains de nos confrères, peut-être qui sont alimentés ça et là. On trouve finalement que c'est plutôt, les réformes ont plutôt une conséquence positive, non seulement sur l'économie du pays, mais aussi sur la gestion de ces secteurs pétroliers. On va terminer, vous avez conclué, ça va? Ça va. D'accord, alors merci beaucoup parce que c'est vous qui êtes l'auteur de l'enquête à travers vos équipes sur terrain. Et alors, je vais terminer ce sujet parce qu'il nous reste quelques dizaines de minutes pour aborder la deuxième thématique qui va nous permettre de chuter avec cette émission. Il s'agit plutôt de cette Patrick, vous avez évoqué tout à l'heure de la structure de prix, parce qu'aujourd'hui, selon les informations à votre possession, vous qui avez dirigé cette équipe d'enquête, et vous trouvez finalement qu'il n'y a pas eu de demande finalement de fonds de la part du gouvernement, à travers le ministère de budget pour que de l'économie, pour permettre la subvention. Et l'argent a été déjà trouvé et partant justement de cette structure-là, les différents bénéficiaires-là, les structures de l'État et autres qui bénéficiaient de ce fonds, et que ceux-là qu'on défalque. Expliquez-nous un peu ce quoi exactement. En réalité, c'est que nous sommes en train de vivre. Moi, j'ai toujours souhaité que ceux qui dirigent aient le temps de parler aux gens, parce qu'il y a des initiatives qui sont prises peut-être au bénéfice du peuple,
mais que les gens ou bien la population n'est pas forcément au courant. Ce qui est en train d'être vécu aujourd'hui, c'est une révolution en réalité, parce que, bon, imaginez l'État en 2023, il vient de le dire tout à l'heure, dépense près de 300 millions de dollars pour payer le manque à gagner. Vous savez qu'il y a quelques mois, on va remonter peut-être à 2022, plusieurs fois des crises. On parle de 15 millions de dollars, on parle de rétrocommissions, oui, tout ça. On attendait, moi je parle plutôt, on attendait de grève des pétroliers, par exemple. Vous l'avez comme ça, dans les stations, il n'y a pas du carburant. Maintenant, non seulement ça a baissé, le manque à gagner a baissé pour l'État congolais, mais aussi dans le process, on va dire, le process d'acquérir du carburant et de le revendre, de gérer tout ça, il y a ce qu'on appelle, dont Matt vient de le dire, le stock de sécurité. C'est ce stock de sécurité-là parce qu'il y a eu, on va dire, un prélèvement qui bénéficie aux fonnaires, un autre prélèvement. Donc, dans ce prélèvement-là, le gouvernement, à travers le VPM de l'économie, a fait en sorte que on puisse justement dans ces prélèvements de stock de sécurité pour payer le manque à gagner des pétroliers. Donc, je crois qu'en gros, c'est une ingénierie financière, bien ingénierie, peut-être sociale, je ne sais pas comment le dire, mais c'est quelque chose qui profite beaucoup au trésor public et donc qui profite beaucoup à la population. Mais bon, je crois que le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est le travail aussi des courroies de transmission. Nous sommes journalistes, c'est-à-dire que nous avons la chance d'approcher les gens qui dirigent et nous avons aussi la chance d'approcher ceux qui doivent bénéficier des mesures, donc la population. Étant donné que nous-mêmes, en tant que citoyens, nous sommes consommateurs, donc nous sommes aussi bénéficiaires de ces mesures-là. Donc je crois que, sans exagération aucune, je pense que c'est une révolution qui est en train d'être faite. Très bien, je crois que ça vous a permis de comprendre cette question de la gestion du secteur pétrolier en République démocratique du Congo avec cette fameuse subvention et comment est-ce qu'on calcule le litre de carburant, comment vous achetez moins cher dans les stations-service alors qu'en réalité les carburants devraient coûter beaucoup plus très cher. On termine par toujours cette question de la volonté du gouvernement, la détermination de l'État congolais à pouvoir propulser le développement du pays. On parle de la nécessité de propulser les recettes de l'État, maximiser les recettes de l'État et pour obtenir in fine l'objectif de rationaliser, je veux dire de doubler le budget de l'État. Vous savez que le vice-premier ministre, ministre de l'économie, le ministre du budget, Adolphe Muzito, qui venait de prendre le règne de ce ministère, a pris l'engagement lors de la remise de reprise de pouvoir travailler pour le doublement du budget de l'État qui est évalué aujourd'hui à autour de 17 milliards de dollars américains. Comment est-ce que l'État doit devoir travailler? Beaucoup de stratégies avaient été données, beaucoup d'initiatives sont prises, beaucoup de réunions ont été prises et la conséquence est-ce que le gouvernement a adjoint le service, je veux dire, les régies financières pour qu'elles puissent travailler d'arrache-pied pour doubler, justement, atteindre ces objectifs. Et déjà que les mois derniers, les régies financières ont fait un bond, arrivé jusqu'à presque 105% d'assignation, ce qui est un record historique pour leur propre record. On parle maintenant de la PIRAP, donc comment le gouvernement congolais travaille pour la mise en œuvre de cette initiative. Je veux toujours voir avec Dieudonné Boinali, vous avez suivi certainement cette question, on l'a publié même dans le journal du Géopolice de ce matin. De quoi s'agit-il? L'article n'est pas le vôtre, il est celui de Patrick, mais je vais commencer par vous parce que vous suivez particulièrement ces genres de thématiques. Merci pour cet honneur. Selon les experts en fiscalité et en parafiscalité, en République démocratique du Congo, on dénombre plus de 200 organismes parafiscaux actifs, plus de 50 000 actes de perception recensés à travers les pays. Il y a aussi une superposition des régies fiscales nationales, provinciales,
Nous avons la DGI, la DGRAD, la DGD au niveau national. Et puis nous avons des régies financières provinciales. Nous avons aussi des ministères sectoriels, mais aussi des régies municipales, communales et même celles des chefferies. Résultat, un enchevêtrement institutionnel qui se traduit par une pression fiscale et parafiscale sur les agents économiques. Et on dénonce que la RDC a une parafiscalité l'une les plus lourdes d'Afrique, alourdissant considérablement les coûts pour les entreprises et renchérissant les prix des biens et services pour la population. Et pour terminer dans cette critique, il y a aussi l'absence d'un répertoire général des assujettis pour la parafiscalité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant dans les différents secteurs de l'économie? Je me suis intéressé, José Junior, particulièrement au secteur du BTP, qui est très aimé par l'honorable Jean Bamanissa. Le secteur du BTP, c'est un moteur essentiel pour la croissance économique et aussi pour la création des emplois. C'est l'une des principales victimes de cette pression de la parafiscalité. Beaucoup de Congolais se demandent, beaucoup de quartiers ont été construits à Kinshasa et dans plusieurs villes du pays, mais le loyer est très cher et ce n'est pas accessible aux Congolais lambda. Si vous allez par exemple à la cité Kinoasis, je ne peux pas la publicité, vous allez trouver que les loyers les moins chers, ce n'est pas moins de $1000 américains. Les exemples sont légion dans plusieurs nouveaux quartiers à Kinshasa, comme la cité du fleuve. Rien que la parafiscalité excessive pour ce secteur du BTP a fait grimper les coûts de construction de nouveaux logements et de nouveaux quartiers à Kinshasa et dans les villes du pays de 20 à 30%. Et pourtant, l'immobilier reste inaccessible à une large partie de la population congolaise, dont les gagnes petits, les agents fonctionnaires de l'État, policiers, militaires et compris. Et pourtant, aussi, ce secteur pourrait générer des centaines de milliers d'emplois directs et indirects si on avait une parafiscalité favorable pour l'économie. Maintenant, qu'est-ce qui est proposé maintenant par les acteurs toujours du secteur du BTP? Ils proposent à l'État de poursuivre un objectif clair, c'est-à-dire il faut réduire le nombre d'accès parafiscaux à un niveau supportable et transparent. Réduire aussi la redondance des taxes. Les mêmes taxes, vous les payez au niveau national, vous les payez au niveau provincial, voilà, au communal, voilà, au niveau aussi de la chefferie, oui, pour avoir un environnement des affaires compétitif et attractif pour les investisseurs. Je vois maintenant avec Domomat, vous avez certainement fait cet article. Le gouvernement s'engage à doubler les budgets de l'État. Adolphe Musito s'est engagé notamment à pouvoir travailler pour rationaliser le secteur de la parafiscalité dans le pays. Et qu'est-ce que ça vous inspire finalement, c'est cette ambition du vice-premier ministre, et comment voyez-vous, est-ce qu'elle peut finalement tenir ses promesses? À se référer et c'est ce qui risque, oui, allez-y. À se référer aux arguments avancés tout à l'heure par M. Boanali, vous vous rendrez compte que à la suite de cette parafiscalité, il y a multiplication excessive des prélèvements dans notre pays. C'est l'une des conséquences. On peut voir que d'autres conséquences, comme par exemple le manque de transparence, souvent, et des bases légales qui caractérisent cette parafiscalité, la double imposition. Parce que, et ça, beaucoup de gens le disent et réclament, parce que vous pouvez payer pour deux services différents, mais vous payez la même chose. Demandez à nos mamans qui tiennent des petites boutiques ou aux pharmaciens dans nos quartiers qui font face à la double imposition, justement suite à la parafiscalité. Autre conséquence, c'est que ça a pour conséquence que les investisseurs, nous cherchons à multiplier le budget de l'État. On peut pas multiplier le budget de l'État avec une parafiscalité comme la nôtre. Ce qui fait que les investisseurs hésitent, ont peur de venir parce que vous ne pouvez pas payer pour la même chose à deux structures différentes qui appartiennent tous à l'État. C'est incompréhensible. Et c'est là justement, a pour autre conséquence, la parafiscalité dans notre pays, de la manière dont
elle ne sait pas, ça a pour conséquence, c'est d'augmenter les risques des corruptions. C'est comme ça que nous sommes également parmi le pays le plus corrompus, parce que imaginez-vous, revenons sur l'exemple de vous payez une même taxe à deux services différents sur la même chose. Taxe de l'environnement, vous payez ça au service de l'environnement, mais vous payez ça également au service de l'urbanisme. Quand vous avez payé ça au service de l'environnement, celui de l'urbanisme vient, qu'est-ce que vous lui dites? En tout cas, j'ai déjà payé ça. Mais non, il faut aussi payer. Bon, donne-moi juste un petit rien là, et puis parfois c'est comme ça que les choses se passent. Et ça installe la corruption même dans le plus profond de notre âme. Donc c'était important, ou que c'est important aujourd'hui, de répertorier toutes ces taxes-là qui sont payées doublement ou qui entrent dans les cadres de la parafiscalité, de rationaliser. Et pourquoi pas numériser les redevances parafiscales? Et donc, je crois que c'est une réforme qu'il faut vraiment ne pas s'arrêter au simple fait d'annonce, des ateliers qui sont organisés, on invite tout le monde, et puis par après, ce qu'on le remarque généralement dans notre pays, c'est qu'après, il n'y a plus rien. Il faut vraiment éviter ça dans un domaine aussi sensible que les finances, l'économie, parce que la guerre, les nerfs de la guerre, comme on dit, c'est l'argent. Et donc, l'argent, pour l'État, il peut aller les chercher dans cette parafiscalité, bien l'orienter, bien centraliser cela pour que ça puisse effectivement contribuer au budget tout en rassurant et les petits commerçants qui sont dans nos quartiers et les grands investisseurs qui doivent venir au pays. Alors Patrick, à quoi consiste finalement cette réforme engagée par le vice-premier ministre, ministre du budget, on le rappelle, sous la coordination de la première ministre Julie Minoa, bénédiction certes du président de la République et aussi avec la technicité du ministère de Finances. Et concrètement, c'est quoi? Et de quoi est-ce qu'on parle finalement? Copyrap, c'est quoi et en quoi ça sert? Voilà, la COPIRAP, c'est une commission interministérielle qui a été créée, je crois, sur base d'un arrêté interministériel, ministère du Budget et ministère des Finances. C'était, je crois, depuis le mois de mai. Mais les travaux, bien les activités de cette commission ont été lancées justement à la fin de cette semaine. Donc, comme nous sommes en train d'enregistrer il y a juste 24 heures, cette commission, elle est pilotée par la vice-primature du budget, donc le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Mozito. Il y a aussi le ministère des Finances qui est là, mais sous la coordination de la première ministre. En gros, il s'agit d'un acte qui va agir dans un double sens, c'est-à-dire d'un côté, on veut préserver le climat des affaires et aussi le pouvoir d'achat, mais de l'autre côté, on veut aussi augmenter les recettes de l'État, parce que quand on dit, quand le VPM du budget a dit qu'il veut doubler le budget, bon, il y en a qui l'ont brocardé, mais il a des idées en tête. Voilà, cette idée-là, on va dire, cette commission a été mise en place, mais c'est dans la continuité de l'État, donc aujourd'hui, c'est prise en charge, ou bien piloté par le vice-premier ministre du budget. En réalité, comme venaient de le dire mes deux confrères, il s'agit pour l'État de contrôler la parafiscalité, parce qu'aujourd'hui, le système fiscal congolais est devenu complexe et très lourd. C'est-à-dire que vous avez plus de 1000 actes générateurs de recettes parafiscales, alors que le vice-premier ministre du budget, Adolphe Mozito, a rappelé à juste titre que la parafiscalité, c'était, on va dire, c'était pas quelque chose de généralisé. C'était une particularité parafiscalité ici et là, mais aujourd'hui, ça s'est généralisé et ça échappe même, ça déroge à la règle du budget. La règle du budget, c'est le budget veut que ça soit ce qu'on appelle l'universalité du budget, c'est-à-dire tout le fonds doit pouvoir se converger vers le trésor public, et le trésor public, avec l'autorité budgétaire qui est le Parlement, décide de l'affectation, on va dire, efficace. Maintenant, la parafiscalité fait que des structures qui ont été créées, les structures publiques, il y en a plus de 200. Le ministre, Dieudonné Boana, vous avez cité... 240. Voilà, c'est le chiffre du ministre des Finances. Et il n'est selon même pas... la Chambre des infrastructures et bâtiments publics,
de la Fédération des entreprises le ministre des Finances a donné le même chiffre et plus de 1000 actes générateurs de recettes. Donc, cela crée ce que le VPM de budget a appelé une asymétrie d'information. Donc, le budget, il est d'abord un projet du gouvernement qui va au Parlement, le Parlement qui en devient autorité, mais le budget passe par le chef de l'État et doit pouvoir bénéficier à des structures. Alors, ces entités-là, les entités publiques qui sont là, qui créent de la parafiscalité de manière abusive et excessive, ont créé une sorte d'embroglio, de nébuleuse qui fait que beaucoup de fonds échappent au contrôle. Voilà, justement, donc il y a nécessité de contrôler tout ça. Rationalisation. Voilà. Et puis pour vous compléter, je donne un exemple. On termine par vous. On a un guichet unique de création d'entreprise. Là, on le sait. Moi, je pense que quand quelqu'un a déjà créé son entreprise... S'il vous plaît. Donc, si on comprend dans ce contexte-là, comment la décision, par exemple, du ministre de Finances qui se bat pour que nous puissions finalement avoir un seul compte des trésors, est-ce que cela permettra, dans le cadre de ces réformes qui sont engagées, à pouvoir rationaliser, contrôler, centraliser les recettes de l'État? Je pense aux efforts du VPM Adolphe Mouzito. Il faut ajouter aussi ceux du ministre des Finances. Est-ce que cela contribue? Qui consiste à mettre aussi en place un compte unique du Trésor. Je pense que ces comptes est important pour mettre aussi de l'ordre dans la maison. Je félicite aussi les deux ministres pour avoir décrété l'embargo sur la création d'autres actes génératifs de recettes. Merci beaucoup, Dieudonné Boinali, directeur du magazine Géopolice Magazine. Unique et très bien, Dieudonné, merci beaucoup. Merci beaucoup, on est pris par les temps, désolé. Dieudonné, directeur de rédaction Géopolice Magazine, notre magazine qui prépare son prochain numéro, qui sera centré sur un certain nombre de sujets d'actualité dans le secteur minier et de l'industrie extractive et d'autres sujets d'actualité. Il faut la lire sérieusement, cette revue. Et je me tourne Patrick Mouyaya, merci. Et Patrick Ilunga, voilà, peut-être que ça viendra un jour. Patrick Ilunga, directeur du Géopolice Hebdo, notre journal tri-hebdomadaire qui paraît, c'est le dernier numéro aujourd'hui, dans lequel nous sommes revenus notamment sur la Copirap, cette structure que le ministre de budget voudrait justement rationaliser sa gestion. Domomat, merci d'avoir accepté cet entretien, vous qui avez diligenté cette enquête dans le cadre de vos fonctions de directeur des informations de Géopolice Télévision. Merci à l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Eli Kabea pour la caméra, John Mukendi à la régie. Nous avons vu Stani Samba qui était à la réalisation, William Albert Kalengaï, le directeur général pour la coordination général. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles éditions de cette émission Géopresse. Restez branchés à nos programmes.